Le 1er février 2012, j'ai pris un avion de Toronto à Pékin. Par où pensez-vous qu'il est passé? Par l'Europe à l'est ou par le Pacifique à l'ouest? Quand je suis monté dans l'avion, je n'en savais rien. Et c'est en regardant le hublot que j'ai découvert la réponse. L'avion Toronto-Pékin passe par le pôle Nord. Et oui, j'ai survolé le pôle Nord! Mais ça peut paraître très surprenant, surtout quand on regarde la trajectoire que l'on a suivie sur une carte. Eh bien, notre carte favorite, celle que l'on retrouve dans tous les livres d'histoire et sur Google Maps, la carte dite de Mercator, est fausse. Voilà à quoi ressemblent le Groenland et l'Afrique sur la carte Mercator. Voyons quelles sont leurs vraies tailles relatives. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Oui. Le Groenland est vraiment si petit. Ou plutôt l'Afrique est vraiment si géante. La superficie de toute l'Europe tiendrait non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois dans celle de l'Afrique. Ça peut paraître anecdotique, mais ce genre de carte a le mauvais goût de flatter les égos des pays du Nord en les agrandissant. Littéralement. Les cartes du monde ne sont pas juste une représentation de la réalité. Elles sont devenues notre représentation de la réalité. Et ça, l'historien Arno Peters l'avait bien compris. Peters proposa donc une alternative à la carte Mercator qui, elle, respectait les tailles des pays. Mais le grand public rejeta cette carte dite de Gale Peters, sous prétexte qu'elle était moche. Mais qu'est-ce qui fait que la Gale Peters est si moche? Prenons une autre carte. Vous voyez ce que c'est? Oui, c'est juste la Mercator, mais avec le nord en bas. Elle n'est donc absolument pas plus fausse que la Mercator. Pourtant, elle paraît étrange, voire désagréable. Si on n'aime pas cette carte, c'est probablement parce qu'on n'y est pas habitué. Se pourrait-il qu'il en soit ainsi aussi pour la Gale Peters? Se pourrait-il que la raison pour laquelle on n'aime pas la Gale Peters, c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir? Sans doute un peu, mais pas uniquement. La Gale Peters a le gros défaut de mal représenter les formes des pays. Quand on zoome sur une partie de la carte, on voit que les formes des pays sont très différentes de ce que les satellites voient. On dit que la Gale Peters n'est pas conforme. En particulier, les angles de la Gale Peters diffèrent des vrais angles sur Terre. A l'inverse, la Mercator a le bon goût d'être conforme, ce qui rend le zoom de Google Maps si agréable. Cependant, la Gale Peters n'est pas la seule carte conforme. Sur son site web, Jason Davis liste un grand nombre de cartes dont beaucoup sont conformes. Ces cartes sont fascinantes. Après tout, chaque carte est une merveille mathématique. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, la cartographie était devenue l'affaire de matheux, comme Lambert, Lagrange et Euler. Mieux encore, au XIXe siècle, Gauss, Cauchy et Riemann ont su relier la cartographie à l'étude des fonctions à variables complexes. Ces fonctions jouent notamment un rôle crucial dans l'hypothèse de Riemann dont LGJ parle dans une vidéo récente. Du coup, on peut se demander si on ne peut pas faire mieux que la Mercator. Il y a eu des tentatives assez originales comme la carte de Lambert, celle de Goudeux ou celle de Waterman. Mais ces cartes conformes ne sont pas des représentations entièrement justes. Existerait-il une carte vraiment parfaite? Eh bien non. Gauss prouva en 1827 l'un des plus beaux théorèmes des mathématiques, le théorema egregium. Ce théorème dit que la géométrie d'une surface peut être déterminée à partir uniquement de mesures à l'intérieur de cette surface, par exemple en additionnant les angles d'un triangle. En particulier sur Terre, la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés, surtout si le triangle est grand. Du coup, dans toute carte de la Terre, il doit y avoir des triangles dont la somme des angles est supérieure à 180 degrés. Évidemment, si les angles sont justes, ceci est impossible à faire avec des droites droites. Or, on a dit que les angles sur la Mercator étaient justes. Donc, ce sont les droites de la Terre qui, sur la Mercator, ne sont pas droites. Et c'est pour ça que l'avion Toronto-Pékin avait une trajectoire si arrondie sur la carte, alors que l'avion semblait voler tout droit. A l'inverse, les droites de la Mercator ne sont pas toutes des droites de la Terre.
Prenez par exemple un parallèle très proche du pôle Nord. Ce parallèle fait en fait le tour du pôle Nord. Donc si on cherchait vraiment à suivre cette trajectoire sur Terre, on devrait faire un petit cercle, ce qui ne correspond pas du tout à aller droit. Mais donc, pourquoi la Mercator est-elle si omniprésente? Pour répondre à cette question, il nous faut faire un petit peu d'histoire. À l'époque de Gérard Mercator, au XVIe siècle, l'Europe partait à la conquête du monde avec sa flotte de voiliers. Or, pour naviguer, les marins utilisaient la boussole, le compas et la Mercator. Ils alignaient ainsi le nord de la boussole avec le nord de la Mercator, puis reportaient l'angle de leur déplacement par rapport au nord de la carte. Cette construction n'est valable qu'avec la Mercator, car la Mercator est la seule carte conforme pour laquelle le nord est toujours en haut. Mais si on y réfléchit, ça veut dire que les voiliers de l'époque ne voyageaient pas en ligne droite. Pour aller de l'Europe à l'Amérique du Nord, ils allaient plein ouest. Or, on a dit que suivre un tel parallèle n'est pas voyager en ligne droite. En fait, les navigateurs de l'époque devaient constamment dévier leur trajectoire vers la droite pour rester le long du parallèle. Leurs bateaux ne naviguaient pas droit. Et ça dit quelque chose qu'il va être super important à comprendre, surtout quand on parlera de relativité générale. Une ligne droite, sur Terre ou ailleurs, correspond à ce qu'on obtient lorsqu'on cherche à garder une direction de mouvement constante. En particulier, j'entends souvent dire que les lignes droites sont des trajectoires qui minimisent ou maximisent une certaine distance. C'est tout à fait vrai, mais je pense que ce n'est pas une définition naturelle ou intuitive des lignes droites. Une ligne droite, sur Terre ou ailleurs, c'est surtout ce que l'on obtient lorsqu'on cherche à garder la direction de mouvement constante. En géométrie intrinsèque possiblement courbe, ça correspond à dire que l'on va se déplacer dans une direction et que notre direction de mouvement va être transportée dans notre position future. Cette idée correspond vraiment à garder la direction de mouvement constante, mais la constance de la direction de mouvement est dictée par l'espace qui nous entoure. Mathématiquement, la manière dont une direction de mouvement se transporte d'un bout d'espace à l'autre est ce que l'on appelle le transport parallèle. En géométrie extrinsèque, par exemple sur la surface d'une sphère vue à l'intérieur de l'espace de dimension 3, une direction de mouvement à un endroit donné nous dicte notre position future, mais elle se projette aussi sur la surface pour nous dicter la direction de mouvement future. Autrement dit, le transport parallèle en géométrie extrinsèque nous est donné par la projection de la direction de mouvement sur les bouts d'espace voisins. Sur Terre, à cause de la géométrie de la surface de la Terre, deux trajectoires initialement parallèles vont finir par s'intersecter au bout de quelques dizaines de milliers de kilomètres. En fait, il n'y a pas de droite parallèle sur Terre, il n'y a que des directions de mouvement qui sont localement parallèles. Les droites de la Terre sont ce que l'on appelle parfois des grands cercles et ils s'intersectent toujours à deux endroits antipodaux. Et surtout, si les droites ont l'air de vouloir s'intersecter, ce n'est absolument pas parce qu'il y a une sorte de force qui les attire. Si elles ont l'air de vouloir s'intersecter, c'est uniquement dû à la géométrie de l'espace dans lequel elles évoluent. Et ça, c'est une idée qui va beaucoup plaire à un certain Albert Einstein. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors il y avait quelques petites approximations, voire des trucs sans explication dans cette vidéo. Du coup j'ai écrit un article de blog pour pouvoir clarifier certains points. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Et je vais te montrer des cartes, ça n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Allez Marcel, à la Bibliothèque nationale. On va pas en faire un monde. But every straight line on a mnemonic projection is also a straight line in real life.